Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, la justice gabonaise rejette une requête d'expertise médicale du président de la République, Ali Bongo Ondimba, victime d'un accident vasculaire cérébral en octobre. Il avait passé plusieurs mois de convalescence à l'étranger avant son retour en mars, période au cours de laquelle l'opposition et une partie de la société civile réclamaient que la vacance du pouvoir soit déclarée. 250 millions de dollars, le montant du prêt de la Banque mondiale en direction du Kenya, un fonds destiné à la construction de logements sociaux. Les déchets, une véritable bombe à retardement pour la santé des populations. La gestion laxiste continue de faire des ravages. C'est notamment le cas en République du Congo où, confrontés à une réponse des autorités qui se fait toujours attendre, les citoyens se mobilisent pour des opérations de nettoyage. Gros plan à suivre dans ce journal. Au Gabon, appel à agir, débouté par la justice. La requête du collectif qui réclame une expertise médicale du président a été rejetée. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, victime d'un AVC en octobre 2018 et dont le pays était sans nouvelles depuis près d'un mois. Certains médias le disaient à nouveau à l'étranger pour soins médicaux. Une nouvelle absence qui a relancé la question de sa réelle capacité à gouverner. Nelly Claude Bessa, commentée par Victoria Sedji. Au Gabon, le tribunal de première instance de Libreville a jugé irrecevable la requête du mouvement citoyen dénommé Appel à agir. Le 28 mars 2019, le mouvement citoyen avait saisi la justice pour réclamer la mise en place d'une commission médicale devant déterminer la capacité du président Ali Bongo Ondimba à exercer pleinement ses fonctions. Selon ce mouvement, le chef de l'État ne serait plus capable de diriger le Gabon suite aux conséquences de l'accident vasculaire cérébral dont il a été victime le 24 octobre 2018. Nous avons vu M. Ali Bongo qui rentre au pays et qui ne présentait pas les garanties d'une santé capable de lui permettre de poursuivre son activité. C'est pour ça que nous avons lancé l'appel à agir, parce que la question que nous nous sommes posée était de savoir qui gouvernait le Gabon pendant qu'Ali Bongo était dans cet état. Qui gouverne ? Le tribunal de première instance affirme que les requérants qui ont formulé cette requête n'ont pas qualité pour agir. Le gouvernement ou à défaut les deux membres du Parlement peuvent saisir la Cour constitutionnelle en vue de constater la vacance de la présidence de la République ou l'empêchement définitif de son titulaire. Pour l'opposition, cette décision de la justice vient renforcer le doute sur la capacité du président à diriger le pays. Le tribunal vient de prouver que le fait de ne pas avoir toute la transparence autour de la santé d'Ali Bongo, que nous avons parfaitement raison de l'indisponibilité d'Ali Bongo. Parce que pour taire cette rumeur, il fallait que cette commission médicale soit mise en place pour aller examiner l'état de santé d'Ali Bongo. Soulignons que la requête d'expertise médicale pour le président gabonais Ali Bongo Ondimba par le collectif constitué de 10 personnalités de l'opposition et de la société civile intervient quelques mois après le retour au Gabon le 23 mars 2019 du chef de l'État de convalescence au Maroc. Après les violences post-électorales des 1er et des 2 mai, à la suite de manifestations de l'opposition dont la répression aurait fait au moins 2 morts et des résultats des élections législatives qui établissent un parlement totalement acquis au pouvoir, l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi lance un appel au secours au chef de l'État de la CEDEAO à qui il a adressé un courrier. Reportage entre correspondants, Lefti Ounou. Depuis les violences post-électorales des 1er et 2 mai derniers, la situation reste tendue au Bénin. Des affrontements ont éclaté entre manifestants et les forces de l'ordre, présents massivement autour du domicile de l'ancien chef d'État, Thomas Boni Yayi, qui dénonce un état de siège. Dans une lettre adressée aux présidents sénégalais et nigérians, Macky Sall et Muhammadu Buhari, Boni Yayi dénonce les violences et le processus électoral et en appelle à l'implication de la CEDEAO en vue d'une décrispation. Il faut sincèrement que la communauté internationale se saisisse du dossier, préserve la vie des populations civiles qui ont toujours le droit de manifester pacifiquement, mais aussi garantisse la sécurité des membres de l'opposition, y compris celle du président Boni Yayi et de sa famille. La stabilité du Bénin impacte nécessairement sur la stabilité de la sous-région.
Donc, je pense que c'est dans l'intérêt de la communauté internationale et de la CEDEAO en particulier de se saisir de ce dossier. Les élections législatives du 28 avril se sont soldées par des violences post-électorales inédites dans le pays qui ont fait, selon l'opposition, 9 morts et plusieurs blessés. Des élections dont était exclue l'opposition. Après avoir appelé au boycott du scrutin, les deux anciens présidents, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, avaient lancé un ultimatum de 48 heures au pouvoir pour annuler ces législatives au profit d'élections inclusives. Une requête de l'opposition rejeté par le gouvernement. Il est apparu clairement que les deux chefs d'État, anciens chefs d'État, avaient un contentieux particulier, personnel, familial ou autre, avec l'actuel chef de l'État, et donc poursuivaient des objectifs qui n'avaient rien à voir avec les élections. Malgré les contestations, la Cour constitutionnelle béninoise a validé le 2 mai les résultats des élections législatives controversées. Deux coalitions proches du pouvoir, l'Union progressiste et le Bloc républicain, pourront donc siéger au Parlement à partir du 15 mai. Toutefois, le taux de participation, seul véritable enjeu du scrutin, se situe à 27,12% selon les résultats définitifs proclamés par la haute juridiction. Un taux historiquement bas. Un habitat social insuffisant, voire inexistant, la pénurie est importante alors que les besoins ne cessent de se multiplier dans certains pays. La carence se chiffre à plusieurs millions de logements et la pénurie ne cesse de favoriser la naissance et l'extension des bidonvilles. Le Kenya est l'un des pays touchés par le phénomène. Pour faire face à la situation et atteindre l'objectif fixé par le gouvernement de 500 000 logements en 5 ans, les autorités ont fait appel à la Banque mondiale. Nelly Claude Bessa, Siamlo Victoria Sedji. Le gouvernement kényan a bénéficié de 250 millions de dollars de la Banque mondiale. L'investissement octroyé est constitué sous forme de prêts destinés au logement abordable pour les plus nécessiteux. Selon des observateurs, ce fonds devrait fournir un avantage positif au projet de logement à moindre coût mis en place par l'exécutif. Ce programme s'inscrit dans le cadre du Big Four avec donc la possibilité des ajustements, des recadrages et surtout la possibilité pour ceux qui veulent accéder à ces logements de pouvoir donc payer selon des mensualités et un rythme qui conviendra à leurs revenus. Cet apport de la Banque mondiale va être extrêmement significatif en termes de ciblage de l'aide et de la contribution pour qu'il y ait une réponse appropriée à la demande sociale. Le projet qui sera mis en œuvre par le biais de la Kenya Mortgage Refinance Corporation aidera le ministère des Terres et de la Planification physique à améliorer l'enregistrement des propriétés et à remédier aux contraintes structurelles du système de gestion des terres au Kenya. Nous pensons que le secteur privé dynamique du Kenya offre une excellente occasion de rassembler des compétences et des ressources privées pour atteindre les 4 grands objectifs du pays en matière de logement abordable et conformément au programme du groupe de la Banque mondiale visant à maximiser le financement pour le développement. Les ménages classés dans la catégorie des crédits hypothécaires et les catégories à faible coût pourront en bénéficier. Au Kenya, le projet d'investissement dans le logement abordable aura un effet multiplicateur sur l'économie au regard du nombre de secteurs liés, ce qui pourrait créer 132 000 nouveaux emplois dans le pays. La gestion des déchets, une question de santé publique et un enjeu aussi pour l'environnement. Mais l'Afrique manque d'infrastructures et d'engagement des gouvernements. Conséquence, les déchets continuent de s'empiler, les décharges sont pleines à craquer, mais de plus en plus. Et vous allez le voir, on voit se développer ici et là à travers le continent des initiatives citoyennes autour d'opérations de nettoyage. Illustration en République du Congo dans ce reportage de Deva Panzouf. L'équipe de l'ONG Healthy Environment a orienté son action dans 2 circonscriptions du 5e arrondissement de Brazzaville, Wenzé. Objectif, sensibiliser la population sur l'intérêt d'assainir leur environnement afin de chasser certaines maladies telles que le paludisme. Dans un premier temps, l'action a été centrée dans les établissements scolaires pour éduquer la jeunesse dès la base. Les questions de salubrité publique sont des questions de santé publique. Alors personne n'est épargné. Et donc moi je peux nettoyer chez moi et si vous... à mon voisinage, vous ne nettoyez pas, vos moustiques finiront par me piquer. Donc on a cette lourde tâche-là de sensibiliser, d'éduquer et d'informer. En effet, Healthy Environment organise également des réunions de sensibilisation avec les chefs de quartier, plus proches des populations pour passer l'information. Elle s'appuie aussi sur l'autorité des maires d'arrondissement, des députés des circonscriptions, afin de mobiliser les citoyens à s'engager dans cette campagne de salubrité. Les tenants des boutiques, les tenants de magasins qui sont sur les artères principales n'ont pas travaillé.
Ils ont fermé leurs boutiques pour les ouvrir vers 10 h sans travailler. Nous sommes venus travailler à Sabokoulou 1, Sabokoulou 2. Ce sont des écoles. C'est là où on enseigne nos enfants les vertus républicaines. L'ONG Healthy Environment est à sa deuxième descente après l'arrondissement de Bakongo. Celle-ci entend aider les populations à s'approprier de la journée citoyenne de salubrité, telle que dictée par la circulaire du Premier ministre Clément Mwamba. Dans l'actualité également, les obsèques ce dimanche à Kinshasa du musicien Lutumba Simaro, décédé le 30 mars à Paris à l'âge de 81 ans. Grande émotion des Congolais et plusieurs personnalités dont le chef de l'État Félix Tshisekedi ont pris part à l'hommage rendu à l'artiste, l'un des grands noms de la rumba congolaise. Reportage notre correspondant Jacques Amboka. C'est un monument de la rumba congolaise qui a été enterré ce dimanche 5 mai à Kinshasa. Lutumba Ndomanweno, appelé poète par la sagesse exprimée à travers ses innombrables chansons, ce guitariste, auteur-compositeur, a reçu les hommages dignes de sa grandeur. Des obsèques en présence de plusieurs personnalités du pays, dont le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il nous a légué une œuvre intemporelle et intarissable même, plein de sagesse et à travers lesquels on peut retrouver plusieurs thématiques. Et ainsi donc, on peut dire que Lutumba Simaro continue à survivre. Durant de Franco Luambo Makiadi, de Rochero Taboulei, Lutumba a hérité de son compagnon Franco l'orchestre tout-puissant Oke Jazz avant de l'abandonner et créer son propre groupe Bana Oke. Auteur de plusieurs tubes à succès, dont Mabele, Maya, Testament, Eau bénite, c'est un répertoire varié et riche, illustrant la valeur de la rumba congolaise qui constitue l'héritage de cet artiste. Lutumba Ndomanweno a été pour beaucoup pour le progrès de la musique congolaise moderne. Il s'est révélé comme un grand peintre de la société. En mars 2018, alors qu'il totalisait 80 ans et pris par le poids d'âge, Lutumba Simaro Massia a fait ses adieux à la musique après 63 ans d'une carrière exceptionnelle. Décédé le 30 mars à Paris à l'âge de 81 ans, c'est donc une bibliothèque de la culture congolaise qui s'est écroulée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.